Les roses sont arrivées la veille de Noël. Je fixais les pétales cramoisis qui se détachèrent sur la neige blanche accumulée sur l'escalier de secours de mon appartement. Mon souffle embuait la fenêtre tandis que le vent de décembre faisait vibrer le cadre. 24 roses rouges. Je n'avais pas besoin de lire la carte pour savoir qui les avait envoyées. Marcus en envoyait toujours 2 douzaines. Jamais une de plus. Jamais une de moins. Même maintenant, 6 mois après que je me sois éloigné de ces mensonges, de ces infidélités, de ces promesses vaines, il pensait toujours que des fleurs pouvaient tout arranger. Mes doigts tremblaient tandis que je resserrais mon cardigan autour de mes épaules. Le tissu était fin, usé au coude, mais c'était tout ce que j'avais. Le chauffage de mon immeuble fonctionnait quand il en avait envie, ce qui signifiait que la plupart des nuits, je dormais emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements. Ma respiration était visible même sous les couvertures. C'était ma vie désormais. Un 4e étage sans ascenseur, dans un quartier où les sirènes chantèrent des berceuses et où l'odeur des ordures se mêlait à celle du sel provenant de l'épicerie du coin. J'étais invisible ici. Juste une femme fatiguée parmi tant d'autres dans une ville qui en regorgeait. Les coups frappés à ma porte me firent sursauter. « Livraison », annonça une voix. Je fronçai les sourcils. Je n'avais rien commandé. Je n'en avais pas les moyens. Mon travail de serveuse au Luminosa, le genre de restaurant où je ne pourrais jamais m'offrir une seule entrée, couvrait à peine mon loyer et les factures médicales qui continuèrent d'affluer depuis les funérailles de ma mère, 3 mois auparavant. Les cadeaux de Noël n'étaient pas dans mon budget, même pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un homme en costume noir tenant un énorme bouquet. Pas des roses cette fois-ci. Des orchidées blanches, délicates et coûteuses, enveloppées dans du papier argenté qui reflétait la lumière vacillante des néons du couloir. « Sophia Chen » demanda-t-il. « Oui, mais je n'ai rien commandé. C'est déjà payé. »« Joyeux Noël !» Il me les mit dans les bras et disparut dans les escaliers avant que je puisse protester. La carte était petite, de couleur crème, coûteuse, sans nom, juste une adresse. Luminosa, demain. 18 heures. Habille-toi bien. Mon estomac acquiesça. Marcus n'envoyait pas d'orchidées. Il ne connaissait pas Luminosa. J'avais commencé à y travailler après notre rupture. J'avais désespérément besoin d'argent pour m'en sortir, et il n'écrivait certainement pas ce genre de mots, tout en autorité et en mystère. J'aurais dû les jeter. J'aurais dû ignorer tout cela. Mais je ne l'ai pas fait. Luminosa sentait l'argent ancien et les nouveaux secrets. J'y travaillais depuis 2 mois, assez longtemps pour apprendre le rythme des nappes blanches et des verres à vin en cristal. La manière particulière dont les riches s'attendaient à ce que leur eau soit remplie, avant même de remarquer qu'elle était presque vide. Assez longtemps pour redevenir invisible. Juste des mains qui portaient des assiettes. Un sourire qui apparaissait sur commande. Un corps qui se déplaçait dans l'espace sans perturber l'atmosphère. Le jour de Noël était toujours très chargé. Des familles qui payaient quelqu'un d'autre pour cuisiner leur dinde. Des couples qui voulaient du romantisme enveloppé dans un menu à $300. Je me déplaçais entre les tables dans ma blouse blanche et mon pantalon noir, les pieds endoloris dans mes chaussures plates bon marché qui grinçaient sur le sol en marbre. Je ne portais rien de beau. Je ne possédais rien de beau. À 17h45, Marco, le responsable de salle, m'a pris à part. Table 7, réservation VIP. Tu es affecté à cette table. Mon cœur s'est arrêté. Moi ? Mais d'habitude, ce n'est pas moi, demande du propriétaire. Ne ratez pas votre coup. La table 7 se trouvait dans le coin arrière, l'endroit le plus intime du restaurant, entouré de baies vitrées donnant sur la ville. La neige recommençait à tomber, de gros flocons qui reflétaient la lumière ambrée des lampadaires en contrebas. La table était dressée pour 2. Les bougies étaient déjà allumées. Une bouteille de vin dont je ne pouvais prononcer le nom respirait déjà à côté d'un verre en cristal vide. Je m'approchais avec de l'eau, les mains fermes grâce à ma seule volonté. C'est alors que je l'ai vu. Il était assis dos au mur, toujours le mur, comme je l'apprendrai plus tard. Sa présence remplissait l'espace d'une manière
qui n'avait rien à voir avec sa taille physique. Des cheveux noirs balayaient un visage qui semblait sculpté dans le marbre, tout en angle vif et en puissance maîtrisée. Son costume était noir, parfaitement taillé, du genre qui coûte plus cher que mon loyer annuel. Une montre brillait à son poignet, captant la lumière des bougies. Tout en lui criait le danger, enveloppé de sophistication. Mais ce sont ses yeux qui m'ont figé, sombres, évaluateurs, absolument concentrés sur moi, comme si j'étais la seule personne dans tout le restaurant, dans toute la ville, dans le monde entier. Madame Chen. Sa voix était calme, à peine plus qu'un murmure, mais elle avait du poids, de l'autorité. Le genre de voix qui n'avait pas besoin de s'élever pour être obéie. « Asseyez-vous, je vous prie. Je travaille. Je ne peux pas. Vous le pouvez. Ce n'était pas une demande, mais un constat. 2 hommes vêtus de costumes sombres similaires se tenaient près de l'entrée, leurs yeux scrutant constamment les alentours. Un autre se trouvait près de la porte de la cuisine. La sécurité. Le genre de sécurité qui signifiait que cet homme n'était pas seulement riche. Il était dangereux. « Je ne comprends pas », murmurai-je, toujours debout, ma carafe d'eau serrée comme un bouclier. « Je ne vous connais pas, Dante Moretti. » Il désigna la chaise en face de lui. « Et vous vous trompez. Je vous connais, Sophia. Je vous connais depuis 3 mois. » Le monde bascula légèrement. 3 mois. Depuis les funérailles de ma mère, depuis que je m'étais tenu sous la pluie, à regarder son cercueil être descendu dans la terre, seul, parce que Marcus était trop occupé avec sa nouvelle petite amie pour venir. Les fleurs étaient une invitation. « Tu es venu ?» Un semblant de sourire effleura ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bien. Je suis venu pour travailler. Tu es venu parce que tu es curieuse, parce que quelque chose en toi a reconnu l'appel. » Il versa du vin dans les 2 verres. Le mouvement était précis et contrôlé. « Ton ex-petite amie t'a envoyé des roses aujourd'hui. » Ce n'était pas une question. Mon sang se glaça. « Comment je sais beaucoup de choses, Sophia. Je sais que Marcus Chen essaie de te reconquérir depuis des mois. Je sais que c'est un joueur qui a des dettes importantes auprès de personnes dangereuses. Je sais que c'est à cause de lui que tu as 2 emplois. » Ses doigts tambourinèrent une fois sur la table, seul signe d'émotion. « Je sais que c'est un imbécile. Tu m'as observé. L'horreur est autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas nommer me parcourut l'échine. Te protéger de quoi? De lui. Des conséquences de ses dettes. D'une vie qui t'aurait détruite. » Il leva son verre de vin, m'observant par-dessus le bord. « Ta mère a travaillé pour ma famille autrefois. Le savais-tu » La pièce se mit à tourner. « Quoi ?» Il y a 25 ans. Elle était secrétaire dans l'entreprise d'importation de mon père. Elle est partie quand elle est tombée enceinte de toi. Elle voulait une vie différente. Mon père a toujours respecté ce choix. » Son expression s'assombrit. « Quand elle est tombée malade. Quand les factures sont devenues trop lourdes. Elle aurait dû venir nous voir. Nous prenons soin des nôtres. Nous ne sommes pas les tiens, n'est-ce pas ?» Il posa son verre. « Qui crois-tu qui a payé son dernier mois en soins palliatifs? Qui s'est assuré qu'elle ait de la morphine quand la douleur devenait trop forte? Qui s'est assuré que tu ne sois pas ruiné par les factures médicales ?» Ma gorge s'est serrée. Le mystérieux bienfaiteur, le paiement anonyme qui avait réglé les dernières dépenses de ma mère. J'avais passé des mois à me poser des questions, reconnaissantes mais confuses. Pourquoi? J'ai respiré. Parce qu'elle faisait partie de la famille autrefois. Parce que tu es sa fille. Parce qu'il s'est arrêté. Quelque chose a vacillé sur son visage. Parce que quand j'ai vu ta photo parmi ses affaires, j'ai su que je ferais tout pour te protéger. C'était fou. C'était dangereux. Tout mon instinct me criait de m'enfuir, mais je m'assis. Je ne peux pas accepter ça, rien de tout ça. Je ne te connais même pas. Tu apprendras à me connaître.
Il tendit la main par-dessus la table, ses doigts s'arrêtant juste avant les miens. « Je suis un homme patient, Sophia, mais je suis aussi possessif envers ce qui m'appartient. Moi non. » La porte du restaurant s'est ouverte brusquement. Marcus est entré en titubant, le visage rouge, les yeux exorbités. Il avait l'air mal en point, désespéré et en colère, et ne ressemblait en rien à l'homme charmant que j'avais aimé autrefois. 2 agents de sécurité de Dante se sont immédiatement déplacés, mais Marcus était déjà en train de crier. « Sophia, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est précipité vers notre table et je pouvais sentir l'odeur de l'alcool à 2 mètres de distance. « Tu es avec lui ?»« Tu sais qui il est ?» Dante ne bougea pas. Il ne regarda même pas Marcus. Ses yeux restèrent rivés sur les miens, sombres et parfaitement calmes. « Marcus, pars. Tu es ivre. C'est un criminel. Un fichu parrain de la mafia. » La voix de Marcus se brisa. « J'ai vu les fleurs qu'il t'a envoyées. J'ai vu Sophia. Je t'en prie, je t'aime. Rentre avec moi. Pas lui. N'importe qui sauf lui. » Les agents de sécurité l'avaient maintenant attrapé, les mains fermement posées sur ses bras, le tirant vers la porte. Mais le mal était fait. Tous les regards du restaurant étaient braqués sur nous. Marco se précipitait vers nous, s'excusant, bégayant. Dante regarda enfin Marcus. Un seul regard, froid et définitif comme une tombe qui se referme. « Si jamais tu lui envoies encore des fleurs, dit-il d'une voix toujours calme, toujours maîtrisée, je te couperai les mains qui les ont tenues. Si tu lui parles à nouveau, je t'arracherai la langue. Si tu penses seulement à elle, son sourire était terrifiant dans sa douceur. Je te ferai oublier que tu as jamais existé. » On se comprend, Marcus pâlit et acquiesça. La sécurité l'emmena dehors. Le restaurant retomba dans le silence. Dante se retourna vers moi et son expression s'adoucit. À peine. Juste un peu. Mais suffisamment pour que je puisse voir quelque chose de presque humain sous le monstre. Je m'excuse. Ce n'est pas ainsi que je voulais que cette soirée se passe. Il se leva et boutonna sa veste. Tu es bouleversé. C'est compréhensible. Mon chauffeur te ramènera chez toi. Je travaille. Marco a déjà été dédommagé pour ton service. Tu es libre de partir. Il sortit une carte et la posa sur la table. Quand vous serez prête à entendre la vérité sur Marcus, sur les dettes qu'il a contractées et les personnes à qui il a vendu des informations, appelez-moi. Quand vous serez prête à comprendre pourquoi j'ai explosé de jalousie à la vue de ces roses pathétiques, sa mâchoire se crispa. Appelez-moi. Je ne comprends rien à tout cela. Vous comprendrez, Sophia. Car que cela vous plaise ou non, vous êtes déjà à moi. Vous étiez à moi dès l'instant où j'ai vu votre photo. Tu étais mienne dès l'instant où j'ai décidé que tu ne serais plus jamais invisible. Il s'est penché vers moi et j'ai senti son parfum. Du cèdre, de la poudre à canon et quelque chose de sombre que je ne pouvais nommer. Et je protège toujours ce qui m'appartient. Il s'est éloigné, ses gardes du corps se refermant autour de lui comme une marée sombre. Je me suis assise seule à la table 7, entourée de vin coûteux et de questions sans réponse, tenant dans mes mains tremblantes une carte de visite qui ressemblait à un détonateur. Dehors, la neige continuait de tomber. Et quelque part dans la ville, les roses de Marcus étaient déjà en train de mourir. Je n'ai pas appelé. Pendant 3 jours, j'ai gardé la carte de Dante Moretti dans ma poche comme une bombe à retardement, sentant son poids à chaque mouvement. Je suis allé travailler au restaurant où je prenais les services du matin, servant du café à des ouvriers du bâtiment et des chauffeurs de taxi qui me regardaient à peine et faisant semblant que mes mains ne tremblaient pas. J'ai évité Luminosa. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. J'ai laissé les messages vocaux irrités de Marco s'accumuler sans y répondre. Mais je ne pouvais pas éviter le SUV noir qui était garé devant mon immeuble. Il était là quand je suis parti pour mon service du matin le 28. Il était là quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, les bras chargés de courses bon marché. Il était là à minuit, quand je ne pouvais pas dormir et que je me tenais à ma fenêtre pour regarder la neige s'accumuler sur les pare-brises et les escaliers de secours.
Le conducteur n'est jamais sorti, ne s'est jamais approché, il se contentait d'observer. Pour te protéger, avait dit Dante. Ces mots tournaient dans ma tête comme des vautours. Le 29, j'ai craqué. J'ai sorti la carte de couleur crème, en papier épais, avec juste un numéro de téléphone gravé en noir, et j'ai composé le numéro avant de perdre mon sang-froid. Il a répondu dès la première sonnerie. Sophia. Pas de question. Il attendait. La voiture devant mon immeuble veille à ta sécurité. Elle me donne l'impression d'être prisonnière. Silence. Préfères-tu te sentir en danger ? Je préfère comprendre ce qui se passe. Ma voix s'est brisée. Je me tenais dans ma cuisine, telle qu'elle était. Une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur, un évier qui fuyait. Tu as dit que Marcus avait des dettes. Tu as dit qu'il avait vendu des informations. Qu'est-ce que cela signifie ? En quoi tout cela me concerne-t-il ? Pas au téléphone. Dîne avec moi ce soir. Je travaille. Non, tu ne travailles pas. Tu n'es pas allé à Luminosa depuis 3 jours. Bien sûr, il savait. Mon chauffeur viendra te chercher à 19h. Nous parlerons dans un endroit privé. Je ne pense pas, Sophia. Sa voix s'est adoucie, devenant presque douce. Dangereuse d'une manière complètement différente. J'essaie de faire les choses correctement. J'essaie de te donner le choix, de l'espace, du temps. Mais il y a des gens qui savent que Marcus t'a parlé le soir de Noël. Des gens qui savent que tu comptes pour moi. Chaque instant où tu n'es pas protégé est un instant où je ne peux pas respirer correctement. Alors s'il te plaît, le mot semblait étranger dans sa bouche. Viens dîner avec moi. Laisse-moi t'expliquer. Puis décide si tu veux partir. Quelque chose dans sa voix, cette pointe de peur authentique, m'a aidé à prendre ma décision. D'accord, 7h, soupira-t-il. Merci. La ligne fut coupée. Je restai 1 heure à fixer mon placard, les yeux rivés sur la poignée de vêtements que je possédais, et qui n'étaient ni des uniformes de travail ni des pyjamas. Je finis par choisir la seule robe que j'avais, noire, simple, achetée pour les funérailles de ma mère. Porter la mort à un dîner avec un monstre me semblait être un mauvais présage. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis à peine reconnu. La femme qui me regardait avait les joues colorées. Ses yeux étaient vifs, plutôt qu'épuisés. Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir qui scintillait sous la peur. J'avais l'air de quelqu'un d'important. Le SUV est arrivé à 19h pile. Le chauffeur, un professionnel plus âgé aux cheveux grisonnants, a ouvert la porte sans un mot. L'intérieur sentait le cuir en danger. Nous avons traversé la ville à la tombée de la nuit. La neige rendait tout doux et faux sous les lampadaires. Nous ne sommes pas allés au restaurant. Nous sommes allés dans un bâtiment que j'avais vu sur des cartes postales. Un immeuble historique en grès brun, dans le genre de quartier où les portiers portèrent des gants blancs et où les chiens avèrent des promeneurs professionnels. Le SUV s'est garé dans un parking souterrain et nous nous sommes soudainement retrouvés dans un ascenseur avec un sol en marbre et un agent de sécurité qui a salué mon chauffeur comme s'ils étaient de vieux amis. Le Pentus occupait tout le dernier étage. Les baies vitrées donnèrent sur la ville, faisant ressembler les lumières en contrebas à des étoiles tombées du ciel. Le mobilier était tout en ligne épurée et en cuir sombre. Des œuvres d'art coûteuses ornèrent les murs, une cheminée brûlait du vrai bois. C'était magnifique et froid, et cela ne ressemblait en rien à tout ce que j'avais connu auparavant. Dante se tenait près des fenêtres, les mains dans les poches, regardant la neige. Il s'est retourné quand je suis entré, et quelque chose dans son expression a changé, s'est adouci et aiguisé en même temps. Tu portais du noir. C'est tout ce que j'avais, qui n'était pas. Je me suis arrêté. J'ai dégluti. C'était pour les funérailles de ma mère. Je sais. Il s'est approché de moi, et je me suis forcé à ne pas reculer. Ça te va très bien. Tout te va bien. Mais je veux te voir en couleur, Sophia. Rouge, or, saphir, bleu. Sa main s'éleva, s'arrêtant à quelques centimètres de mon visage. Je veux te voir, dans des vêtements qui te font te sentir vivante plutôt qu'invisible. Tu ne me connais pas assez pour savoir ce qui me fait me sentir vivante. Alors laisse-moi apprendre.
Il fit un geste vers la table déjà dressée, dont je pouvais sentir l'odeur depuis là où je me trouvais. De l'ail, du vin, du pain frais. Assieds-toi, mange. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Je m'assis parce que mes jambes tremblaient. Je le regardais verser le vin, servir le repas de ses propres mains au lieu d'appeler le personnel. Cette intimité était plus terrifiante que ces gardes du corps. « Marcus, dis-je finalement. Parle-moi de Marcus. » Dante serra les mâchoires. Il posa sa fourchette avec une précision méticuleuse. Marcus Chen est accro au jeu. Depuis 5 ans. Il a commencé petit. Des parties de poker, des paris sportifs, mais l'addiction ne reste jamais modérée. Il a sorti un dossier de quelque part et l'a fait glisser sur la table. Il doit 200 000 $ à un usurier solitaire nommé Vincent Rossi et 100 000 $ à divers casinos clandestins. Il a 8 mois de retard dans ses paiements. J'ai ouvert le dossier avec des doigts engourdis. Des relevés bancaires, des bordereaux de lit, des photos de Marcus entrant dans des bâtiments que je ne reconnaissais pas. Quand vous étiez ensemble, a poursuivi Dante d'une voix soigneusement neutre, il utilisait vos salaires pour couvrir ses dettes. Il a falsifié votre signature sur des demandes de cartes de crédit. Il a contracté un emprunt à votre nom. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? Vous ne le saviez pas? Ce n'était pas une question. Son expression s'est assombrie. Bien sûr que non. Vous lui faisiez confiance. Ma gorge s'est serrée. Je savais que nous étions toujours fauchés. Je savais qu'il empruntait parfois de l'argent. Mais il disait que c'était pour les traitements de sa mère. Sa mère est en bonne santé et vit à Miami. La voix de Dante aurait pu couper du verre. Il a menti sur tout, Sophia. Et quand tu l'as quitté, quand sa source de revenus a disparu, il est devenu désespéré. Les informations dont tu as parlé. Il a commencé à vendre des secrets à Rossi. Les noms de mes associés, les calendriers d'expédition, tout ce qu'il pouvait apprendre de ses amis qui travaillaient sur les quais, dans les entrepôts. Dante s'est penché en arrière, m'observant. Il y a 3 mois, il a vendu des informations qui ont conduit à une descente dans l'une de mes entreprises légitimes. 3 hommes honnêtes ont été arrêtés. 2 d'entre eux avaient une famille. L'horreur m'a parcouru l'échine. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, car j'ai mené une enquête approfondie sur toi avant de t'envoyer ces orchidées. Son regard m'a transpercé. Tu es innocente dans cette affaire. Mais Marcus a fait de toi une cible dès qu'il a mentionné ton nom à Rossi. Dès qu'il a suggéré que tu savais peut-être des choses, que tu pouvais être utile. Je ne sais rien. Il s'en moque. Tu es ma faiblesse maintenant. Marcus a vu comment je te regardais le soir de Noël. Tout le monde dans ce restaurant l'a vu aussi. Il s'est approché de la fenêtre. Dès que j'ai montré de l'intérêt, tu es devenue une arme que quelqu'un pouvait utiliser contre moi. Je ne pouvais plus respirer. Et alors, je suis censé me cacher. Vivre dans la peur? Te laisser me surveiller pour toujours? Il s'est retourné et son regard m'a fait froid dans le dos. Tu es censé me laisser te protéger correctement. Pas à distance. Pas seulement avec une voiture et un chauffeur. Il est revenu vers moi, s'est agenouillé à côté de ma chaise pour être à la hauteur de mes yeux. Je te veux ici, Sophia. Dans ma maison, dans ma vie, où je peux te voir, te protéger, m'assurer que rien ne t'atteigne jamais. C'est fou. C'est de l'amour. Le mot est tombé comme une pierre. Ou plutôt le début de l'amour. L'obsession qui a commencé quand j'ai vu ta photo et réalisé que tu avais les yeux de ta mère. La jalousie qui m'a presque poussé à tuer Marcus quand j'ai vu ces roses sur ton escalier de secours. La certitude absolue que tu m'appartiens. Tu ne devrais pas te débattre dans un appartement glacial, invisible, épuisé et seul. Sa main m'a finalement touché, ses doigts effleurant doucement ma mâchoire, inclinant mon visage vers le sien. Je ne suis pas un homme bon, Sophia. J'ai fait des choses qui vous horrifieraient.
J'ai fait du mal à des gens. J'ai tué des gens qui menaçaient ma famille. Je vis dans un monde où la violence est monnaie courante et où la confiance se gagne dans le sang. Son pouce a effleuré ma pommette. Mais je ne vous ferai jamais de mal. Je brûlerai toute la ville plutôt que de laisser quelqu'un vous rabaisser à nouveau. J'aurais dû être terrifié, j'aurais dû m'enfuir. Au lieu de cela, j'ai senti des larmes me brûler les yeux. Vous ne me connaissez même pas, ai-je murmuré. Je sais que tu as 2 emplois pour honorer la mémoire de ta mère. Je sais que tu lis de la poésie pendant tes pauses et que tu caches les livres dans ton tablier. Je sais que tu pleures en silence pour que tes voisins ne t'entendent pas et que tu ne t'es rien acheté qui ne soit strictement nécessaire depuis plus d'1 an. Sa voix s'est rauque. Je sais que tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le crois, et tellement belle que j'en oublie de respirer. Dante. L'explosion brisa les fenêtres. Des éclats de verre jaillirent vers l'intérieur. Une vague de mort scintillante. Le corps de Dante se jeta sur le mien, me plaquant au sol, me recouvrant complètement, tandis que les éclats pleuvaient. Je sentis le poids de son corps, je sentis l'odeur du sang et de la poudre à canon. J'entendis des cris venant de loin, puis le silence, à l'exception de ma respiration haletante et de son « ne bouge pas », sa voix dans mon oreille, dure et autoritaire. « Reste exactement où tu es ». Je l'ai senti bouger. J'ai senti le poids de quelque chose de froid et de métallique être retiré de sous sa veste. Un pistolet. Il avait un pistolet. J'étais sous lui et les fenêtres avaient disparu. Et Sophia, regarde-moi. Ses doigts sur mon menton, forçant mon regard vers le sien. Du sang coulait d'une coupure sur son front, mais ses yeux étaient parfaitement clairs, parfaitement concentrés. Tu es en sécurité. Je te tiens. Tu comprends ? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Les agents de sécurité ont envahi la pièce. Le chauffeur, d'autres que je n'avais pas vus, tous armés, tous se déplaçant avec une précision militaire. Quelqu'un vérifiait les fenêtres, un autre était au téléphone, un troisième apportait une veste noire que Dante a enroulée autour de mes épaules. « Rossi » a demandé Dante en se levant et en m'entraînant avec lui. Un sniper depuis l'immeuble d'en face. Marco l'a neutralisé. Vivant. Oui, monsieur. Le sourire de Dante était terrible. Bien. Il s'est tourné vers moi, et le monstre était désormais pleinement visible. L'homme qui avait tué des gens, qui régnait par la peur, qui venait de discuter calmement de meurtre alors que du sang coulait dans ses yeux. Je dois m'occuper de ça. Mais tu ne quitteras pas mon champ de vision. Pas maintenant. Jamais. Je ne peux pas. Ce n'est pas... Ils ont essayé de te tuer. Sophia a essayé de faire sauter mes fenêtres et de te tuer parce que Marcus a vendu ton nom et que Rossi a décidé que tu étais un message qu'il pouvait m'envoyer. Ses mains encadrent mon visage. Et malgré tout, elles étaient douces. Tu comprends maintenant ? Il ne s'agit pas de ce que tu veux ou de ce qui est raisonnable, il s'agit de survie. La tienne et la mienne. Quelqu'un a essayé de me tuer. Je n'arrivais pas à comprendre. J'étais serveuse, une inconnue, et quelqu'un venait d'essayer de m'assassiner comme si j'étais quelqu'un d'important. Viens. Dante m'a tiré vers une porte que je n'avais pas remarquée. Une pièce sécurisée et renforcée. Tu resteras là jusqu'à ce que j'aie éliminé cette menace. Éliminé ? Tu veux dire tuer ? Oui. Sans excuse, sans hésitation. Rossi et tous ceux qui l'ont aidé à planifier ça, je les trouverai tous et j'en ferai des exemples. Car tu es à moi maintenant, Sophia, que tu sois d'accord ou non, et je protège ce qui m'appartient. La pièce sécurisée était exactement ce que son nom indiquait. Des murs en acier, des écrans montrant tous les angles du bâtiment, des armes que j'essayais de ne pas regarder. Dante m'installa dans un fauteuil en cuir, enroula une couverture autour de mes épaules, même si je n'avais pas froid. Le choc. J'étais en état de choc. Reste ici. N'ouvre cette porte à personne d'autre que moi.
Il m'embrassa rapidement et possessivement sur le front. Je serai de retour demain matin. Et ensuite, il s'arrêta à la porte, me regarda avec des yeux qui contenaient autant de promesses que de menaces. Ensuite, tu décideras si tu peux vivre dans mon monde, si tu me laisses te protéger, te garder près de moi, te garder pour moi. Sa voix baissa. Ou si tu préfères redevenir invisible, sachant que des gens veulent ta mort à cause de moi. La porte se referma. Verrouillée, elle me laissa seule avec les écrans montrant la ville au-delà et la terrifiante certitude que ma vie venait de changer pour toujours. Je m'enroulai dans mes bras, toujours vêtu de la robe que j'avais portée aux funérailles de ma mère, et me demandai si Dante Moretti était mon salut ou ma damnation. Peut-être étaient-ils les deux. L'aube arriva lentement, peignant la ville de nuances de gris et d'or. Je la regardais à travers les écrans, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'au bruit du verre qui explosait et au corps de Dante recouvrant le mien. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le flash du fusil de sniper dans mon esprit. Un instant de lumière qui aurait pu tout terminer. Quelqu'un voulait ma mort. Cette pensée ne voulait toujours pas s'ancrer correctement dans mon cerveau. Je n'étais personne. J'avais toujours été personne. Et maintenant, j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être tué. Les portes verrouillées se déverrouillèrent. À 6h47, Dante entra, et je le reconnus à peine. Il n'avait plus son costume, mais un jean foncé et une chemise noire dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Ses jointures étaient tachées de sang. Son visage était plus dur que je ne l'avais jamais vu. Il était tout en angle vif et en rage froide à peine contenue. Mais quand il me vit recroquevillé dans le fauteuil, toujours enveloppé dans sa couverture, quelque chose se brisa dans son expression. « Tu n'as pas dormi. » Ce n'était pas une question. Toi non plus. Il s'est approché de moi, s'est agenouillé et m'a longuement regardé, comme s'il vérifiait si j'avais subi des dommages. Puis ses mains ensanglantées et violentes, ont pris mon visage entre elles avec une douceur déchirante. Rossi est mort, tout comme les 3 hommes qui l'ont aidé à planifier l'attaque. Le tireur est interrogé par des gens qui sont très doués pour faire parler les hommes. Son pouce a effleuré ma pommette. « Tu es en sécurité maintenant. Pour combien de temps ? Pour toujours ?» Le mot était sans appel. J'ai clairement fait comprendre ce qui arriverait à quiconque oserait même prononcer ton nom. Tout le milieu sait que te toucher signifie entrer en guerre avec moi, et personne ne veut cette guerre. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû le condamner pour la violence, les meurtres, la désinvolture avec laquelle il parlait de mettre fin à des vies. Au lieu de cela, je me suis senti en sécurité pour la première fois depuis des mois. Et Marcus ? Dante serra la mâchoire. Marcus est en vie pour l'instant. C'est lui qui a parlé à Rossi du dîner, de ta présence dans mon appartement. Il ne savait pas qu'ils essaieraient de te tuer. Il pensait juste qu'ils utiliseraient cette information comme moyen de pression. Son regard s'est assombri. Il est terrifié. Il implore ma pitié, m'offre tout ce qu'il sait. Vas-tu le tuer ? Un silence s'est installé entre nous. Dehors, la ville se réveillait. Les bruits de la circulation, les sirènes lointaines, le rythme ordinaire de la vie continuait alors que le mien était complètement brisé. « Cela dépend de toi », dit finalement Dante. « De moi ? Il t'appartenait autrefois. Tu l'aimais, même si cet amour était fondé sur des mensonges. » Il se leva, se dirigea vers les moniteurs et fixa les écrans montrant des hommes armés patrouillant son immeuble. Je ne vais pas mentir et dire que je ne veux pas sa mort. Chaque fois que je pense à lui, qui t'envoie des roses, qui te touche, qui possède ce qui aurait dû être à moi, il serrait le poing. Je veux le détruire lentement, le faire souffrir pour chaque instant où il t'a fait te sentir invisible. La possessivité dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle fit naître quelque chose de chaud dans ma poitrine. Mais tu n'es pas un monstre qui a besoin de me voir prouver ma loyauté dans le sang.
j'ai dit doucement. Il s'est retourné, m'a étudié de ses yeux sombres et insondables. Non, je suis un monstre qui a besoin de savoir que tu choisis de rester parce que tu le veux, et non parce que tu as peur de ce que je ferai si tu pars. Et si je te demande de laisser Marcus vivre, alors il vivra en exil, loin de cette ville, loin de toi, loin de tout ce qu'il connaît, et il ne sera jamais autorisé à revenir. Dante revint vers moi, mais il vivra. Je me levai, laissai tomber la couverture, lui fis face, vêtu de ma robe de deuil, pieds nus. J'aurais dû me sentir petite. Au contraire, je me sentais puissante, comme si mes paroles avaient un poids qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Laissez-le vivre. Non pas parce que je l'aime toujours, mais parce que je ne veux pas avoir sa mort sur la conscience. Je soutins le regard de Dante. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui choisit la violence alors qu'il existe une autre option. Quelque chose qui ressemblait à du respect a traversé son visage. Tu es déjà plus courageuse que la plupart des hommes que je connais. J'ai peur. Je sais. Mais tu es toujours debout. Tu penses toujours clairement. Tu me vois toujours comme un homme et pas seulement comme un monstre. Sa main s'est levée. Ses doigts ont glissé dans mes cheveux. Sais-tu à quel point c'est rare? À quel point c'est précieux? Dante, reste avec moi. Les mots étaient bruts. Pas dans la pièce sécurisée. Pas caché. Reste ici, chez moi, dans ma vie. Laisse-moi te donner tout ce que tu n'as jamais eu. La sécurité, le confort, le choix. Laisse-moi t'adorer comme tu le mérites. Je te connais à peine. Alors apprends à me connaître. Demande-moi tout ce que tu veux. Je te dirai des vérités que je n'ai jamais dites à voix haute. Il m'attira vers lui, jusqu'à ce que je puisse sentir son cœur battre contre mes paumes. Je te montrerai l'homme qui se cache derrière le monstre. Et si tu veux toujours partir, je te laisserai aller. Je m'assurerai que tu sois protégé. Je t'installerai dans un endroit sûr. Je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais à être invisible. Sa voix baissa. Mais bon sang, Sophia, j'espère que tu resteras. Le plus intelligent aurait été de partir, d'accepter son offre de protection et de distance, et de me construire une vie normale, loin des bombes, du sang et des hommes qui tuaient sans hésitation. Mais quand avais-je déjà été intelligente avec les mauvais hommes? Une semaine, me suis-je entendu dire. Laisse-moi rester ici une semaine. Apprendre à te connaître, comprendre ce monde, puis je déciderai. Le sourire de Dante était comme un lever de soleil perçant les nuages d'orage. Une semaine, a-t-il accepté. À partir de maintenant. Le Pentus comptait 6 chambres. Dante m'a donné celle qui était la plus éloignée de la sienne. Une pièce décorée dans des tons doux de gris et de blanc, avec une salle de bain plus grande que tout mon appartement et un placard qui résonnait quand je l'ouvrais. Le lit était énorme, recouvert d'oreillers qui sentèrent la lavande et quelque chose de cher que je ne pouvais pas nommer. « Tout ce dont tu as besoin est ici », a-t-il dit en ouvrant les tiroirs pour me montrer des vêtements à ma taille. J'ai demandé à mes employés d'apporter des affaires ce matin. Si quelque chose ne te va pas ou ne te plaît pas, dis-le-moi, nous en achèterons d'autres. Je fixai les pulls en cachemire, les chemisiers en soie, les jeans qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Tu m'as acheté une garde-robe avant même que j'accepte de rester. J'étais optimiste. Son expression était presque penaude. Et je ne supportais pas l'idée que tu portes cette robe un instant de plus. Elle te va à merveille, mais elle te rend triste. Il avait raison, je pouvais sentir l'absence de ma mère dans chaque couture, chaque fil. Il y a un grand placard au bout du couloir, avec des vêtements plus habillés, des robes pour sortir, des manteaux, des chaussures. J'ai deviné ta taille en me basant sur, il a marqué une pause, sur des photos de surveillance, ce qui semble pire quand je le dis à voix haute. Malgré tout, la violence, la peur, la folie de la situation, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Et le son nous a surpris tous les deux. Tu es fou? Obsédé, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Vraiment? Fou implique l'irrationalité.
Il n'y a rien d'irrationnel à vouloir te protéger, te mettre à l'aise, te rendre heureuse. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, me regardant toucher les tissus doux. Il n'y a rien d'irrationnel à vouloir te voir dans des couleurs qui illuminent tes yeux, plutôt que dans ce noir qui t'engloutit tout entière. J'ai sorti un pull, d'un bleu saphir profond, doux comme un murmure, et je l'ai tenu contre moi. L'expression de Dante s'est transformée, s'adoucissant et s'échauffant simultanément. Parfait. Il a respiré. Porte ça aujourd'hui. Laisse-moi te voir dans quelque chose qui ne soit pas de deuil. Et si je veux faire mon deuil, ma mère est morte il y a 3 mois, Dante. Je suis censé ressentir ce que tu ressens. Pleure aussi longtemps que tu en as besoin. Il s'est approché de moi et m'a pris les mains. Mais laisse-toi aussi vivre. Elle ne voudrait pas que tu restes figé dans ce moment, dans cette robe, dans cette douleur. Elle voudrait que tu sois heureuse, que tu sois vue, que tu comptes. Comment savait-il exactement quoi dire? Quels mots pourraient briser l'armure que j'avais construite autour de mon chagrin? J'acquiesçais, incapable de parler. Bien. Maintenant, va prendre une douche, change et rejoins-moi dans la cuisine. Je prépare le petit déjeuner. Tu cuisines? Son sourire était dévastateur. Je suis plein de surprises, Sophia. Tu as 1 semaine pour les découvrir toutes. Il prépara des œufs, des toasts et un café qui avait le goût de l'or liquide. Nous avons mangé sur l'îlot de sa cuisine, tout en marbre et en acier, avec des fenêtres donnant sur la ville en contrebas et la neige qui continuait de tomber en spirale paresseuse. Lui aussi s'était changé et portait un pantalon sombre et un pull anthracite qui le faisait moins ressembler à un baron du crime qu'à un homme qui pourrait figurer dans un magazine. « Parle-moi de ta mère », m'a-t-il dit en me passant la confiture. « Pas des derniers mois quand elle était heureuse. » C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de son rire, de sa voix terrible quand elle chantait, de la façon dont elle dansait dans la cuisine quand ses chansons préférées passaient, du fait qu'elle avait 3 emplois pour me nourrir, m'habiller et me scolariser, de son rêve de voir Paris, un rêve qui s'est éteint quand le cancer s'est installé dans ses os. Dante écoutait comme si chaque mot comptait. Comme si je comptais. Elle avait l'air remarquable. Elle l'était. Je fixais mon café. Elle me manque tous les jours. Ça me manque d'avoir quelqu'un qui me connaissait, qui me voyait même quand le reste du monde ne me voyait pas. Je te vois. Sa main recouvrait la mienne. Je sais que ce n'est pas pareil. Je ne pourrai jamais la remplacer. Mais je te vois, Sophia. Chaque détail, chaque expression, chaque instant. Tu penses que tu es invisible? Je te vois, alors. Mais surtout, pourquoi? La question jaillit. Pourquoi moi? Tu pourrais avoir n'importe qui. Des femmes qui comprennent ton monde, qui n'auraient pas besoin de protection? Qui m'ennuie? Son pouce caressa mes jointures. J'ai eu des femmes qui voulaient mon argent, mon pouvoir, mon nom, jamais aucune qui me regardait comme si j'étais juste un homme. Jamais aucune qui me donnait envie d'être meilleur que ce que je suis. Je ne te rends pas meilleur. Je te rends possessif, violent et humain. Il sourit. Tu me rends humain, Sophia. Tu me donnes envie de choses que je croyais avoir enterrées. Un foyer, une famille, quelqu'un qui m'attend et qui se soucie de savoir si je respire encore. Il resserra son étreinte. Tu me donnes envie de construire quelque chose, au lieu de simplement détruire. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Je dois m'occuper de quelque chose. Une affaire qui ne peut pas attendre. Il se leva mais hésita. Tu seras en sécurité ici, sécurité totale, des caméras partout. N'ouvre la porte à personne. Ne quitte pas le penthouse. Donc, je suis prisonnière. Tu es protégée. Il y a une différence. Vraiment? Je lui renvoyai ses propres mots. Son sourire fut rapide, reconnaissant. Lys explore. La bibliothèque compte plus de 3000 livres. Il y a une salle de sport, une salle de cinéma, tout ce que vous pouvez désirer. Il se pencha et m'embrassa sur le front. Je serai de retour pour le dîner. Nous discuterons davantage à ce moment-là.
Puis il partit, me laissant seul dans une cage dorée, avec un café qui refroidissait dans une tasse en porcelaine coûteuse et des questions qui se multipliaient comme des ombres. Je me suis mise à explorer les lieux, incapable de rester en place. J'ai découvert la bibliothèque, remplie de livres du sol au plafond, avec des fauteuils en cuir et une cheminée, la salle de sport avec des appareils que je ne savais pas utiliser, la salle de cinéma avec un écran plus grand que le mur de mon appartement. Chaque pièce était parfaite, magnifique, et totalement dépourvue de personnalité, si ce n'est un goût pour les objets coûteux, jusqu'à ce que je trouve son bureau. La porte n'était pas verrouillée, signe de confiance ou test. À l'intérieur, du bois sombre et un éclairage tamisé, un bureau qui avait vu des décennies d'utilisation, des photos sur les murs, de vieux clichés en noir et blanc, d'hommes en fedora, des coupures de journaux en italien, un arbre généalogique qui remontait à plusieurs générations, et sur son bureau, dans un cadre argenté, une photo de ma mère, jeune, souriante, tenant un bébé, moi, une photo que je n'avais jamais vue auparavant, qu'elle ne m'avait jamais montrée. Je la pris dans mes mains tremblantes, fixai son visage, si heureux, si plein de vie, et sentis quelque chose en moi se briser et se réparer simultanément. Il avait conservé cette photo, l'avait encadrée, l'avait regardée suffisamment souvent pour que je puisse voir des empreintes digitales sur le verre. Un homme obsédé, il se disait amoureux. Je commençais à comprendre. La porte du penthouse s'ouvrit. Des voix dans le couloir. Celle de Dante et celle d'une autre femme que je ne connaissais pas. Je savais qu'elle était hors limite. Voici la femme qui a fait de toi un idiot amoureux. Je me suis approché de la porte du bureau et j'ai jeté un coup d'œil. Une femme se tenait à côté de Dante. Grande, magnifique, vêtue de vêtements de créateur et d'une armure de confiance. Cheveux noirs relevés, lèvres rouges, yeux qui évaluaient tout. Isabella. La voix de Dante était avertissante. Pas maintenant. Quand alors? Après l'avoir épousée? Après l'avoir mise enceinte? Le rire d'Isabella était aigu. Oh, ne sois pas si choqué. Je te connais, mon ami. Tu ne fais jamais les choses à moitié, mon frère. C'était sa sœur. Elle a besoin de temps. Elle doit comprendre dans quoi elle s'embarque. Les ennemis que nous avons, la vie que nous menons, le fait qu'aimer un Moretti, c'est se peindre une cible dans le dos. Le regard d'Isabella croisa le mien à travers la porte. Il s'aiguisa. Ah, la voilà. La souris qui a attrapé le lion. Je sortis, le menton haut, vêtu de mon pull saphir comme d'une armure. Je ne suis pas une souris. Isabella sourit en montrant toutes ses dents. Isabella Moretti m'encercla comme un prédateur évaluant sa proie. Alors, c'est toi la serveuse qui a fait oublier à mon frère tout ce qu'il savait sur la distance à garder. Ses yeux, sombres comme ceux de Dante, mais plus froids, plus perçants, passèrent de mon pull emprunté à mes pieds nus. Jolie, fragile, totalement inadaptée à cette vie, Isabella. La voix de Dante avait un ton menaçant. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle s'est tournée vers lui, et j'ai vu une véritable inquiétude sous l'hostilité. Tu la connais depuis quoi? Une semaine? Et tu l'as déjà mise dans une chambre forte. Tu as tué pour elle, tu as déclenché une guerre avec tout le réseau de Rossi. Tu t'entends parler? Je m'entends parfaitement. Tu parles comme papa. Les mots tombèrent comme des pierres, juste avant que maman ne meure parce que quelqu'un l'avait utilisé pour l'atteindre. Juste avant que nous passions des années à le regarder se détruire avec la culpabilité, le silence envahit l'appartement. L'expression de Dante devint soigneusement neutre. Mais je vis le tressaillement, à peine perceptible, rapidement maîtrisé. « C'est différent, dit-il doucement. »« Vraiment ?» Isabella croisa les bras. « Ou est-ce que tu ne fais que répéter l'histoire avec un nouveau visage ?» J'aurais dû me taire. J'aurais dû les laisser régler ça entre eux, eux qui avaient clairement des décennies d'histoire que je ne comprenais pas. Mais j'en avais assez qu'on parle de moi comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne. Je n'ai rien demandé de tout ça. Ma voix était plus forte que je ne me sentais. Je n'ai pas demandé à être surveillé, protégé, entraîné dans un monde que je ne comprends pas. Je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un essaie de me tuer. J'ai regardé Isabella droit dans les yeux, mais je suis là maintenant,
et peut-être que je suis fragile et inadapté, et tout ce que vous pensez, mais je ne suis pas assez stupide pour croire que je peux simplement partir et être en sécurité. » Isabella a haussé les sourcils. « Alors, vous restez par peur ? » ?»« Je reste parce que je n'ai nulle part où aller sans être en danger. Parce que votre frère m'a rendue importante aux yeux de personnes qui veulent lui faire du mal. » Je jetai un coup d'œil à Dante, vis quelque chose qui ressemblait à de la douleur traverser son visage. Et parce que malgré la folie, malgré tout ce qui devrait me pousser à fuir, il est la première personne depuis des mois qui me donne l'impression que je vaux la peine d'être protégé. Vaut la peine d'être protégé ou d'être possédé ? Demanda Isabella doucement. Peut-être les deux. Je croisai les bras autour de moi. C'est peut-être ce dont j'ai besoin en ce moment. Être l'obsession de quelqu'un, plutôt que la réflexion après coup de tout le monde. Isabella m'a observé longuement, puis s'est tournée vers Dante. Elle est au moins honnête, et plus courageuse qu'elle n'en a l'air. Son expression s'est légèrement adoucie. Mais le courage n'arrête pas les balles pour thé. Le courage n'empêche pas ce qui est arrivé à maman. Je sais, a dit Dante d'une voix rauque. Mais je ne peux pas. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. Je ne peux pas la laisser partir, Bella. J'ai essayé. J'ai passé 3 mois à l'observer de loin, me disant que c'était suffisant pour la protéger sans m'approcher d'elle. Puis je l'ai vue en personne et il m'a regardé, et le besoin brut dans ses yeux m'a coupé le souffle. C'était comme respirer pour la première fois depuis des années. Isabella poussa un long et profond soupir. « Tu vas la faire tuer. Je vais la garder en vie quoi qu'il en coûte, même si cela te coûte tout le reste. » Même alors, le poids de sa certitude s'abattit sur moi comme un manteau, à la fois chaud et étouffant. Isabella sortit son téléphone et tapa rapidement quelque chose. « Très bien, alors nous allons le faire, d'accord ? Pas de demi-mesure. » Elle me regarda. « Tu sais tirer ?» Je clignai des yeux. « Quoi ? Avec un pistolet ? Tu sais tirer ? » Non, je n'ai jamais tenu. »« Tu apprendras. » Aujourd'hui. Elle jeta un coup d'œil à Dante. Si elle reste dans ce monde, elle doit savoir comment se protéger. Tu ne peux pas être avec elle à chaque instant et compter uniquement sur la sécurité. C'est comme ça que les gens meurent. Dante semblait vouloir protester, puis il acquiesça lentement. « Tu as raison. J'ai souvent raison. » Le sourire d'Isabella était incisif. « Allez, petite souris, voyons si tu as des griffes. » Le bâtiment disposait d'un stand de tir au sous-sol. Bien sûr, car apparemment, toute la propriété de Dante était conçue pour la violence et la survie. Le stand était impeccable, avec des murs insonorisés, plusieurs couloirs et un arsenal qui rendrait jaloux une petite armée. Isabella me tendit des protections auditives et un petit pistolet qui me semblait incroyablement lourd dans mes mains. C'est un Glock 19, 15 cartouches, facile à manier, fiable. Elle se plaça derrière moi et ajusta ma prise avec une efficacité impersonnelle. « Tu n'essaies pas d'être un tireur d'élite, tu essaies de survivre assez longtemps pour que les secours arrivent. Je ne pense pas en être capable. Tu en es capable, car l'alternative est de mourir pendant que quelqu'un d'autre décide de ton sort. » Sa voix était neutre. « Vise le centre de la cible. Ne réfléchis pas. Appuie simplement sur la détente en douceur. Le pistolet va reculer. Laisse-le faire. Puis ramène-le sur la cible. » Mes mains tremblaient. Sophia. Dante apparut à mes côtés, sa présence solide et rassurante. « Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Si, je le suis. » Je fixai la cible au bout du couloir, une simple silhouette en papier. « Si je reste dans ton monde, je dois savoir comment y survivre. » Sa main recouvrit la mienne sur le pistolet, l'étudiant. « Alors je t'apprendrai avec toi. » Nous avons passé 2 heures dans ce sous-sol. Au début, je ratais plus souvent que je ne touchais. Je sursautais à chaque tir. Je sentais le recul secouer mes poignets et mes épaules. Mais petit à petit, lentement, j'ai commencé à comprendre le poids de l'arme, son rythme, la façon dont l'anticipation me faisait tirer au lieu d'appuyer. À la fin,
J'arrivais à toucher la cible. Pas parfaitement, pas rapidement, mais suffisamment régulièrement pour qu'Isabella approuve d'un signe de tête. Bien, entraîne-toi tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Elle prit le pistolet et le vida avec une aisance professionnelle. Maintenant, l'autodéfense, les techniques de base pour se dégager si quelqu'un t'attrape. Bella, commença Dante. Elle en a besoin, et tu le sais. Alors soit tu l'aides, soit tu t'en vas. Il m'a aidé. Il m'a montré comment casser un poignet, comment utiliser l'élan d'un agresseur contre lui, ou frapper pour causer un maximum de douleur et créer un espace pour s'enfuir. Ses mains sur moi étaient douces malgré la violence des leçons. Sa voix était patiente, même lorsque je me trompais. Le but n'est jamais de se battre, a-t-il dit, en démontrant une technique d'évasion pour la 3e fois. Le but est de survivre assez longtemps pour s'enfuir ou pour que les renforts arrivent. Tu n'essaies pas de gagner. Tu essaies de vivre. Et si je ne peux pas m'enfuir ? Son expression s'est assombrie. Alors tu te souviens de ce que je t'ai appris sur les armes à feu ? Et tu n'hésites pas. À la fin, j'étais épuisé. J'avais mal aux muscles et mon esprit était saturé d'informations. Isabella est partie en me recommandant de m'entraîner tous les jours. Et soudain, je me suis retrouvé seul avec Dante dans l'ascenseur qui nous ramenait au Pentus. « Je suis désolé », a-t-il dit doucement. « Pourquoi ? » ?»« Pour tout ça. La violence, la peur, le fait que tu doives apprendre à tirer au lieu de simplement vivre. » Il s'est appuyé contre la paroi de l'ascenseur, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Isabella a raison. Je suis égoïste, je te garde ici, je te fais entrer dans ce monde, je te mets en danger, mais tu me gardes aussi en vie. Vraiment ? Ou est-ce que je m'assure simplement que lorsque le danger viendra, tu seras assez près pour que je puisse te regarder mourir ? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Je sortis, puis me retournai vers lui. Ta mère ? Que lui est-il arrivé ? La douleur traversa son visage. Elle a été kidnappée, retenue en otage par une famille rivale. Mon père a payé, suivi toutes les instructions, fait tout ce qu'il fallait. Sa voix est devenue creuse. Ils l'ont quand même tué. Ils ont renvoyé son corps morceau par morceau pendant 3 semaines. L'horreur m'a serré la gorge. Dante. J'avais 15 ans. Isabella en avait 12. Nous avons vu notre père devenir un monstre en essayant de la venger. Nous l'avons vu mener une guerre qui a failli détruire toute notre organisation. Il a croisé mon regard. Il a gagné. Il a tué toutes les personnes impliquées. Mais cela ne l'a pas ramené. Cela l'a juste rendu plus brutal, plus paranoïaque, plus convaincu que l'amour était une faiblesse. C'est ce que tu crois, je l'ai cru pendant des années, j'ai construit des murs, gardé mes distances, ne laissant personne m'approcher suffisamment pour compter. Il est sorti de l'ascenseur, a comblé la distance entre nous, puis j'ai vu ta photo, et tous les murs que j'avais construits se sont effondrés. Toutes les leçons que mon père m'avait enseignées sur la distance émotionnelle sont devenues inutiles. Ses mains ont encadré mon visage, ses pouces effleurant mes pommettes. Tu me terrifies, Sophia, parce que je sais ce qui arrive aux personnes que j'aime. Je connais les risques, les dangers, la certitude absolue que quelqu'un va essayer de te m'enlever. Sa voix s'est réduite à un murmure, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas retourner dans le vide. Alors oui, je suis égoïste. Oui, je te mets en danger simplement en te désirant. Mais je vais aussi faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, même si cela signifie que je dois apprendre à tuer. C'est justement à ce moment-là que j'aurais dû être horrifié. J'aurais dû reconnaître la toxicité de cette obsession, de ce besoin, de cette certitude absolue que nous nous appartenons malgré le fait que nous nous connaissions à peine. Au lieu de cela, je l'ai embrassé, je me suis mise sur la pointe des pieds, et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes, goûtant le café, et quelque chose de plus sombre, le sentant devenir complètement immobile, avant que ses bras ne m'enveloppent comme des bandes d'acier. Le baiser était à la fois désespéré et doux, son contrôle luttant contre son besoin,
son désir de me consumer, luttant contre sa peur de me briser lorsque nous nous séparions. Tous deux haletants, ses yeux étaient au presque noirs. Sophia, tu m'as donné une semaine pour te connaître, comprendre ton monde et décider si je pouvais rester. J'ai gardé mes mains crispées sur son pull, le serrant contre moi. Cela fait 3 jours, et je commence à comprendre que tu n'es pas le monstre que tout le monde croit. Tu es juste un homme qui a été tellement blessé que la seule façon dont tu sais aimer, c'est avec tout ce que tu as, peu importe les conséquences. Et si cet amour te détruit, au moins j'aurai d'abord vécu. Vraiment vécu, pas seulement survécu. J'ai souri, goûtant le sel des larmes que je ne me souvenais pas avoir versées. Ma mère a passé toute sa vie à se faire petite pour me protéger, travaillant jusqu'à l'épuisement pour que j'aie un avenir meilleur. Et qu'ai-je fait de ce cadeau ? Je suis devenu invisible, j'ai choisi un homme qui m'a rabaissé, j'ai cessé de rêver parce que les rêves font trop mal quand on ne peut pas se les offrir. Je l'ai serré contre moi, sentant son cœur battre contre le mien. Tu me fais me sentir grande, Dante. Importante, digne d'être protégée, désirée et obsédée. C'est peut-être malsain. Je devrais peut-être vouloir quelque chose de plus sain, de plus sûr, de plus serein. J'ai soutenu son regard. Mais ce n'est pas le cas. C'est ça que je veux. Je te veux tellement fort que quelqu'un brûlerait le monde plutôt que de me perdre. Son baiser était différent cette fois-ci. Plus fort, plus profond, plein de promesses et de possessions. Quand il s'est éloigné, son sourire était dévastateur. « Encore 4 jours », a-t-il murmuré contre mes lèvres. Ensuite, tu décideras si tu es mienne pour toujours. Je pense que j'ai déjà décidé. Dis-le-moi quand même. Dans 4 jours, quand tu auras vu davantage de cette vie, découvert davantage mon monde, compris exactement ce que signifie rester. Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Je veux que tu me choisisses en toute connaissance de cause, Sophia, pas parce que je t'ai séduite ou effrayée, ou parce que je t'ai donné l'impression que tu n'avais pas d'autre choix. Et si je te choisis encore, son sourire devint prédateur. Alors je ferai en sorte que tu ne le regrettes jamais. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma mère. Elle était à nouveau jeune, en bonne santé, vêtue de la robe qu'elle portait sur la photo dans le bureau de Dante. Nous étions dans un jardin que je ne reconnaissais pas, entouré de roses qui sentaient l'été et la maison. « Mina, dit-elle en prenant mon visage entre ses mains, « ma fille, tu as l'air heureuse, j'ai peur. La peur et le bonheur ne sont pas opposés, ma mort. Parfois, les choses qui nous effraient le plus sont celles dont nous avons le plus besoin. » Elle sourit, et c'était comme un rayon de soleil. J'ai travaillé pour son père. Tu sais, j'ai vu comment ces hommes aiment de manière absolument obsessionnelle, sans réserve. C'est dangereux. C'est dévorant. C'est tout ce que j'ai fui, parce que je voulais te protéger. As-tu fait le mauvais choix? J'ai fait le choix que je devais faire. Je t'ai donné une vie différente, un chemin différent. Ses mains se sont resserrées sur mon visage. Mais tu n'es pas moi, Sophia. Tu es plus forte, plus courageuse, plus disposée à prendre des risques pour obtenir ce que tu veux. Alors ne choisis pas la sécurité parce que tu penses que c'est ce que je voudrais. Choisis ce qui te fait te sentir vivante, même si cela me tue. Même dans ce cas. Car une vie courte remplie d'amour vaut mieux qu'une longue vie remplie de vide. Elle m'a embrassé sur le front. Je t'aime. Je suis fière de toi. Et je suis tellement heureuse que tu sois enfin reconnue. Je me suis réveillée, les larmes aux yeux, et le cœur rempli de certitude. Il te reste 4 jours pour te décider, m'avait dit Dante. Mais je connaissais déjà ma réponse. Je restais. Le lendemain matin, Dante m'a emmené rencontrer sa famille. Pas seulement Isabella, mais le cercle restreint, les personnes qui faisaient fonctionner son organisation, qui avaient voué leur vie au nom des Moretti. Nous avons traversé la ville dans son SUV blindé, des véhicules de sécurité nous encadrant comme des ombres sombres, et j'ai regardé les quartiers changer,
passant des tours de verre aux brownstones historiques, puis aux entrepôts industriels. Ils vont te tester, a dit Dante, sa main chaude sur ma cuisse. Essayer de voir si tu es faible, si tu vas craquer, si tu mérites d'être sous ma protection. Et s'ils décident que non, son sourire était froid. Leur opinion n'a pas d'importance. Tu es à moi. Cela ne fait aucun doute, dit-il en me serrant doucement la main. Mais ce sera plus facile pour toi s'ils t'acceptent. S'ils voient ce que je vois, c'est-à-dire une force enveloppée de douceur, de l'acier déguisé en soie. Il porta ma main à ses lèvres. Une femme qui a survécu à la pauvreté, à la perte et à la trahison, et qui a encore de la gentillesse en elle. C'est plus rare que des diamants dans mon monde, Sophia. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant, fermé pour la journée, avec des agents de sécurité postés à chaque entrée. À l'intérieur, ça sentait l'ail, le vin et le pain frais. Une longue table était dressée au fond, déjà remplie de gens qui se sont tus lorsque nous sommes entrés. Isabella était assise à une extrémité, élégante et redoutable. À côté d'elle, un homme plus âgé aux cheveux argentés et au menton marqué de cicatrices, Lorenzo, l'oncle de Dante et conciliateur, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux perçants et aux bijoux encore plus perçants, Carmela, qui dirigeait leurs affaires légitimes, deux jeunes hommes qui semblaient être capables de tuer à main nue, Marco et Giulio, chefs de la sécurité. Et tout au bout, une place laissée vide pour moi. Tout le monde, dit Dante en posant sa main dans le creux de mon dos. Voici Sophia Chen. Elle est sous ma protection personnelle. Quiconque la menace lui manque de respect, ou même la regarde de travers devra m'en répondre directement. Le silence était assourdissant. Puis, Lorenzo éclata d'un rire qui ressemblait au bruit du gravier qui s'agite. Alors, c'est vrai. Le roi de glace a fini par fondre. Il se tint face à moi, et je m'efforçai de ne pas reculer devant son visage brutal et balafré. « Laisse-moi te voir, ma fille. » Je levai le menton et le regardai droit dans les yeux. Je ne suis pas une fille. J'ai 26 ans et j'ai survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Son sourire fut inattendu. Bien, nous n'avons pas besoin d'une autre fleur fragile qui se fanera au premier signe de sang. Il jeta un coup d'œil à Dante. Elle a du caractère. Je te l'accorde, Carmelo fut le suivant, m'observant avec le regard évaluateur d'une femme d'affaires. Tu as travaillé chez Luminosa. Les pourboires y sont bons. Quand les clients remarquaient mon existence. Oui. Et maintenant, tu existes pour lui. Elle désigna Dante. Comment te sens-tu? Terrifié. Exalté. Comme si je me tenais au bord d'une falaise, sans savoir si je vais voler ou tomber. Le rire de Carmela était sincère, honnête aussi. Je l'aime bien, Dante. Soit elle survivra à cette vie, soit elle périra dans les flammes. Dans tous les cas, ce sera intéressant à observer. Les jeunes hommes ne dirent rien, se contentant d'acquiescer, mais leurs yeux suivaient chacun de mes mouvements, évaluaient chaque mot, calculaient des niveaux de menace que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Nous nous sommes assis. Le repas est arrivé. Des pâtes, du vin et des plats dont je ne pouvais prononcer le nom. La conversation coulait autour de moi, mêlant anglais et italien, affaires et famille, violence et amour à parts égales. Le réseau de Rossi est fracturé, dit Lorenzo en faisant tourner ses pattes. Les jeunes frères se disputent le contrôle. Nous pourrions maintenant nous emparer de leur territoire. Consolider? Non, la voix de Dante était ferme. Nous avons fait passer notre message. Toute autre action ressemblerait à de l'opportunisme, pas à de la justice. « Depuis quand te soucies-tu des apparences » demanda Marco. « Depuis que j'ai quelque chose de plus important à protéger que le territoire. » La main de Dante trouva la mienne sous la table. « Nous maintenons notre position. Renforçons nos défenses. Affirmons clairement que nous avons répondu à une attaque, et non initié une expansion. Tu te ramollis, marmonna Giulio. La température dans la pièce baissa de 10 degrés. Répète ça, dit Dante calmement. Giulio balbutia. Je voulais juste dire. Tu voulais dire que protéger Sophia me rend faible. Que l'amour est un handicap. Dante se leva. Et tout le monde se tut. Je vais être très clair.
Sophia ne me rend pas faible. Elle me rend plus dangereux. Parce que maintenant, j'ai quelque chose qui vaut la peine de tuer, de mourir, de brûler toute cette ville. Il regarda autour de la table, croisant le regard de chacun. Quiconque la considère comme ma faiblesse est un imbécile. Elle est ma raison d'être, mon but, la ligne que je ne laisserai personne franchir. Sa voix était catégorique. Alors oui, je la protège. Oui, je change notre façon de fonctionner pour assurer sa sécurité. Et si cela me rend faible à vos yeux, vous êtes libre de me défier pour le leadership. Silence. Puis Lorenzo a gloussé. Assieds-toi, mon neveu. Personne ne te défie. Nous nous adaptons simplement à la nouvelle réalité. Il a levé son verre. À Sophia, puisse-t-elle nous survivre tous? Tout le monde but. Je sentis le poids de leur acceptation. Conditionnelle, méfiante, mais réelle. Après le déjeuner, Isabella m'attira à l'écart pendant que les hommes discutaient affaires. « Viens avec moi. » Ce n'était pas une demande. Nous nous rendîmes dans le jardin du restaurant, une petite cour avec des arbres aux feuilles tombées et des bancs en pierre. Isabella alluma une cigarette et m'en offrit une. Je secouai la tête. C'est sage. C'est une mauvaise habitude. Elle souffla de la fumée dans l'air froid. Il t'aime bien. Ou du moins, il ne te déteste pas. C'est à peu près tout ce qu'on peut espérer de cette famille. Dois-je m'en réjouir? Tu devrais être prudente. L'acceptation d'aujourd'hui ne signifie pas la loyauté de demain. Elle m'étudia à travers la fumée. Que sais-tu réellement des activités de Dante? Je sais qu'il est impliqué dans des activités illégales, qu'il dirige une organisation. Il contrôle la moitié du milieu criminel de la ville. Drogue, jeux d'argent, protection, contrebande. Si c'est rentable et illégal, on y est pour quelque chose. Le regard d'Isabella était dur. Il a tué des gens. Sophia, pas seulement Rossi. Des dizaines, peut-être des centaines au fil des ans. Parfois en légitime défense. Parfois parce qu'il nous avait trahis. Parfois simplement parce qu'il nous gênait. J'avais l'estomac noué. Mais je n'ai pas détourné le regard, je sais. Et toi? Où est-ce que tu idéalises la situation? Tu te dis qu'il n'est pas si mauvais, qu'il ne fait de mal qu'aux méchants, que tu peux le changer. Elle a laissé tomber sa cigarette et l'a écrasée sous son talon. Tu ne peux pas. C'est ce qu'il est, ce que nous sommes tous. Et être avec lui, c'est accepter qu'il se lave les mains avant de te toucher. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'aime mon frère. Et j'ai vu notre père se détruire à cause d'une femme qu'il n'a pas su protéger. Je ne laisserai pas Dante faire la même chose. Elle m'a attrapé le bras, pas violemment, mais fermement. Si tu n'es pas prête à t'engager, si tu as le moindre doute, la moindre réserve, si une partie de toi pense que tu pourrais partir, pars maintenant, avant qu'il ne devienne encore plus obsédé. Avant de perdre, tu le briserais. J'ai retiré mon bras. Et si je m'engage à fond, alors je t'apprendrai comment survivre dans ce monde, comment être une femme Moretti sans te perdre complètement, comment aimer un monstre sans en devenir un. Son sourire était triste. Ce n'est pas facile, ce n'est pas sûr, mais si tu l'aimes vraiment, si tu es vraiment prête à accepter tout cela, la violence, le danger, la folie absolue de cette vie, alors je serai à tes côtés. Nous serons des sœurs, pas des ennemis. Je le connais à peine. Tu en sais assez. Tu sais qu'il tuerait pour toi, mourrait pour toi, remodèlerait tout son monde autour de toi. Le regard d'Isabella s'adoucit légèrement. La question n'est pas de savoir si tu le connais, mais si tu lui fais confiance. Si tu crois qu'il te protégera même quand tout ira de travers. Est-ce que je lui faisais confiance? Cet homme que je connaissais depuis quelques jours, qui avait bouleversé ma vie, qui m'avait fait me sentir vue, désirée et terriblement importante. Oui, je m'entendis répondre. Je lui fais confiance. Isabella m'observa longuement, puis acquiesça. Très bien. Alors assurons-nous que tu es prête pour la suite. La suite fut une semaine d'entraînement intensif. Chaque matin, Isabella venait me chercher et m'emmenait dans les locaux souterrains situés sous l'immeuble de Dante. Nous avons travaillé le tir jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler sous le poids de l'arme.
Nous avons pratiqué l'autodéfense jusqu'à ce que mon corps mémorise les mouvements sans réfléchir. Nous avons étudié la structure de l'organisation. J'ai appris les visages et les noms, et qui étaient dignes de confiance et qui devaient être surveillés. La connaissance, c'est la survie, m'a dit Isabella, en me montrant des photos des familles rivales. Sache qui veut la mort de Dante. Sache qui t'utiliserait pour lui faire du mal. Sache faire la différence entre une menace réelle et une posture. Chaque soir, je dînais avec Dante. Parfois dans l'appartement terrasse, parfois dans des restaurants, où la sécurité avait vérifié les salles avant notre arrivée, parfois dans ses entreprises légitimes, où les employés le traitaient avec un respect mêlé de crainte. Il m'a montré son monde petit à petit, sans jamais cacher l'ombre, mais en révélant aussi une lumière inattendue. Un hôpital pour enfants financé par son argent. Un programme de bourse pour les enfants des quartiers où il avait grandi. La protection des petites entreprises victimes d'extorsion par des gangs qui ne lui rendaient pas de compte. « Je ne suis pas un homme bon », m'a-t-il dit un soir, en regardant la neige tomber sur la ville. Mais j'essaie de faire le bien avec le pouvoir que j'ai. J'essaie de m'assurer que les personnes sous ma protection aient une vie meilleure que celle qu'elles auraient autrement. Cela n'excuse pas la violence. Non, en effet. Il m'a serré contre sa poitrine, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. Rien ne l'excuse. J'ai fait mes choix. J'en accepte les conséquences. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de m'assurer que les personnes qui me sont chères ne paient pas pour mes péchés. Et si elles le font quand même? Et si quelque chose m'arrivait, à cause de toi? Il me serra plus fort dans ses bras. Alors je ferai en sorte que le monde regrette d'exister. Et ensuite, je te suivrai dans l'au-delà, parce que je ne veux pas vivre sans toi. Cette possessivité aurait dû m'effrayer. Au contraire, elle me faisait me sentir précieuse, irremplaçable, comme si j'avais une importance que je n'avais jamais eue auparavant. Le 7e jour, Marcus est apparu. J'étais seul dans le penthouse. Dante était à une réunion d'affaires. Isabella faisait des courses. Les gardes de sécurité étaient postés à l'extérieur. Je lisais dans la bibliothèque lorsque l'interphone a sonné. Mademoiselle Chen, la voix du garde de sécurité, était professionnelle. Marcus Chen est dans le hall. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence. Dois-je le renvoyer? Mon cœur s'est arrêté. Non. Faites-le monter. Monsieur Moretti a donné des instructions précises. Je sais, mais je dois le voir. S'il vous plaît. Une longue pause. Je vais l'accompagner personnellement. Il sera fouillé pour vérifier qu'il n'est pas armé. 5 minutes plus tard, Marcus se tenait dans le hall de l'appartement terrasse, ressemblant à un fantôme de lui-même. Plus maigre, plus pâle, avec des ecchymoses qui s'estompaient sur la mâchoire et la terreur dans les yeux. Sophia. Sa voix s'est brisée. Dieu merci. Je n'étais pas sûr qu'il me laisserait te voir. Il n'aurait tant pas dû. Je suis resté de l'autre côté de la pièce, les bras croisés. Dante a dit que tu étais en exil, que tu n'avais pas le droit de revenir en ville. Je pars demain pour toujours, mais je devais te voir avant. Il le fallait. Il fit un pas en avant. La main du garde de sécurité se posa sur son arme. Marcus se figea. Je suis désolé pour tout. Les dettes, les mensonges, avoir vendu des informations te concernant. Je n'aurais jamais pensé qu'ils essaieraient vraiment de te faire du mal. Je te le jure. Je n'aurais jamais pensé. Tu n'aurais jamais pensé. Les mots sortirent avec amertume. Ça a toujours été ton problème, Marcus. Tu n'as jamais pensé au-delà du prochain pari, de la prochaine dose, du prochain mensonge qui te ferait gagner du temps. Je sais que je suis faible, égoïste, tout ce que tu penses que je suis. Et pire encore, des larmes coulaient sur son visage. Mais je t'aimais, à ma manière brisée. Je t'aimais. Et te voir avec lui, te voir le regarder comme tu me regardais avant. Je ne t'ai jamais regardé comme je regarde Dante.
La vérité s'installa dans ma poitrine. J'aimais celle que je croyais que tu étais. J'aimais l'homme que tu prétendais être. Mais ce n'était qu'un faux semblant, n'est-ce pas? Toute notre relation était fondée sur des mensonges. Et la sienne ne l'est pas. La voix de Marcus est devenue désespérée. Tu crois qu'un parrain de la mafia t'aime vraiment? Il se sert de toi, Sofia? Tu es un objet pour lui? Un trophée? Quelque chose à posséder et à contrôler? Quelque chose à protéger? À chérir et à regarder? Je l'ai interrompu. Il sait tout de moi. Mes échecs, mes peurs, mon chagrin. Et il continue de me regarder comme si j'étais la personne la plus importante à ses yeux. Peux-tu en dire autant? Silence. C'est bien ce que je pensais. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville. Je te pardonne, Marcus. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux plus porter cette colère en moi. Tu étais malade, dépendant, désespéré et en train de sombrer. Je comprends cela maintenant. Alors viens avec moi. Il s'est avancé à nouveau, ignorant l'avertissement du service de sécurité. Nous pouvons recommencer ailleurs, loin d'ici, loin de Moretti, loin de tout cela, juste toi et moi. Et non, ma décision était définitive. Je reste ici avec Dante, dans cette vie qui me terrifie et m'exalte, et qui me fait me sentir vivante pour la première fois depuis des années. Il te fera tuer, peut-être. Ou peut-être qu'il me protégera pendant que j'apprendrai enfin à vivre au lieu de simplement survivre. Je me tourne vers lui. Au revoir, Marcus. J'espère que tu trouveras la paix loin d'ici. J'espère que tu te désintoxiqueras, que tu te feras aider, que tu deviendras l'homme que tu as toujours prétendu être, Sofia. Au revoir. Les agents de sécurité l'ont escorté dehors. Je l'ai regardé depuis la fenêtre monter dans une voiture et s'éloigner. Hors de la ville, hors de ma vie pour toujours. Quand Dante est rentré 1 heure plus tard, j'étais toujours à la fenêtre. J'ai entendu dire que Marcus était là. Il s'est approché avec précaution, comme si je risquais de me briser. « Ça va ? » ?»« Je vais très bien. » Je me suis retourné, je me suis approché de lui et j'ai passé mes bras autour de son cou. Les 7 jours sont écoulés. Il est temps de prendre ma décision. Ses mains se sont posées sur ma taille, avec précaution et possessivité. Et je reste. Non pas parce que j'ai peur, non pas parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je te choisis, Dante Moretti. Je choisis cet amour fou, dangereux, absolument dévorant que nous construisons. Je l'ai attiré vers moi et l'ai embrassé doucement. Je choisis d'être vu, désiré et protégé. Je choisis d'avoir de l'importance. Son sourire était plus éclatant que le lever du soleil. Tu es mienne pour toujours. Peu importe le temps qu'il nous reste. Il m'a embrassé profondément, avec possession et plein de promesses. Quand nous nous sommes séparés, il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, avec un seul diamant qui captait la lumière. « Épouse-moi. » Ce n'était pas une question, mais une déclaration d'intention. Sois ma femme, ma partenaire, ma raison d'être. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te protéger, à te rendre heureuse et à t'assurer que tu es la chose la plus importante dans mon monde. Nous nous connaissons depuis 1 semaine. Je t'aime depuis 3 mois. Je savais que je t'épouserais dès que j'ai vu ta photo. Ses mains ont encadré mon visage. Le temps n'a pas d'importance, Sofia. Ce qui compte, c'est la certitude. Et je suis absolument certain que tu es mienne. J'aurais dû dire non. J'aurais dû demander plus de temps, plus de bon sens, plus de rationalité. Au lieu de cela, j'ai dit oui. Nous nous sommes mariés 3 semaines plus tard, lors d'une petite cérémonie dans une église que sa famille fréquentait depuis des générations. Isabella était ma demoiselle d'honneur. Lorenzo m'a conduite à l'autel, car je n'avais pas de père. La cérémonie s'est déroulée en italien et en anglais, nous unissant dans les 2 langues, les 2 mondes. Je portais une robe blanche choisie par Dante, simple et élégante, qui n'avait rien à voir avec le noir dans lequel je m'étais caché pendant si longtemps. Il portait un costume noir qui le faisait ressembler
à l'homme dangereux qu'il était. Mais ses yeux, lorsqu'il m'a vu, étaient doux, respectueux, pleins d'un amour que j'apprenais à accepter. « J'ai promis de te protéger », a-t-il dit au moment des vœux, « de te chérir, de faire en sorte que tu ne te sentes plus jamais invisible, de t'aimer de tout mon être, même les parties sombres que tu ne devrais probablement pas aimer en retour. Je promets de rester, ai-je dit, la voix ferme malgré les larmes, de te faire confiance, d'être ta raison d'être lorsque l'obscurité devient trop pesante, de t'aimer tout entier, le monstre et l'homme, et de ne jamais te demander d'être autre chose que ce que tu es. Quand il m'a embrassé, j'ai goûté à l'espoir, à la promesse et à un avenir que je n'aurais jamais imaginé vouloir. La réception a eu lieu dans le Pentus, en présence de la famille et des associés qui apprenaient à m'accepter. Carmela m'a donné des conseils sur la gestion des propriétés de Dante. Lorenzo a raconté des anecdotes embarrassantes sur son enfance. Marco et Giulio m'ont promis leur protection, comme si j'étais de leur famille. Et Isabella m'a prise à part, m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Bienvenue dans la famille, ma sœur. Maintenant, faisons en sorte que tu y survives. » Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Dante m'a porté jusqu'à notre chambre. Pas dans la chambre d'amis que j'utilisais, mais dans son sanctuaire privé. Il m'a allongé sur des draps qui sentaient le cèdre, la poudre à canon et les hymnes, et m'a aimé avec une douceur qui contredisait tout ce que le monde pensait de lui. « Tu es à moi », m'a-t-il murmuré à l'oreille. « À moi pour toujours ?»« À toi », ai-je répondu. Quelle que soit la durée de « pour toujours », 6 mois plus tard, je me tenais dans le même jardin où Isabella et moi avions parlé de survie. Le printemps avait tout rendu vert et vivant. Les roses fleurissaient dans des couleurs que ma mère aurait adorées. J'ai touché mon ventre, sentant le petit renflement, et j'ai souri. Dante est apparu derrière moi, ses bras entourant ma taille, ses mains recouvrant les miennes sur notre enfant qui grandissait. « Heureuse » a-t-il murmuré, terrifié. La peur et le bonheur ne sont pas opposés, je l'avais appris du fantôme de ma mère, des avertissements d'Isabella, de 6 mois passés dans ce monde dangereux. Non, ce ne sont pas des contraires. Il m'a tourné vers lui, et l'amour dans ses yeux m'a encore coupé le souffle. Mais je te promets, Sophia Moretti, que notre enfant grandira en sécurité, protégé, avec la certitude absolue qu'il compte, comme tu m'as donné cette certitude, exactement comme ça. Il m'a embrassé doucement. Tu m'as tout donné en choisissant de rester. Laisse-moi offrir le même cadeau à notre enfant. Une vie où il sera vu, désiré, chéri, au-delà de toute mesure. J'ai pensé à ma mère qui s'était tuée à la tâche pour m'offrir la sécurité. J'ai pensé à la femme invisible que j'avais été, survivant, mais ne vivant pas. J'ai pensé au moment où Dante m'avait regardé comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait. Et j'ai su que quels que soient les dangers, quels que soient les défis que cette vie nous réservait, notre enfant ne se sentirait jamais invisible. Il serait protégé par un père prêt à brûler le monde pour le garder en sécurité. Aimé par une mère qui comprenait la différence entre survivre et vivre. Entouré d'une famille qui valorisait la loyauté par-dessus tout. Ce n'était pas la vie sûre et normale que ma mère avait voulu pour moi, mais c'était la nôtre. Réelle, dangereuse et absolument remplie d'amour. Et cela me suffisait. Plus que suffisant, c'était tout. Les roses que mon ex m'avait envoyées la veille de Noël étaient fanées depuis longtemps, oubliées, dénuées de sens. Mais la vie que Dante et moi étions en train de construire, sauvage, protectrice et passionnée, s'épanouissait comme le printemps après un long hiver.